les choses que nous ne pouvons pas changer, nous devons avoir le courage de faire les choses que nous pouvons changer et la sagesse de voir la différence. Merci. Tak. Complètement déprimé, j'ai cru que ça irait mieux en partant au Danemark. Je suis allé sur l'île de Meun, où j'ai rencontré Anne et Per, un couple de septuagénaires qui n'a pas froid aux yeux. Elle est à 3-4 degrés. C'est pas trop froid? Non, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait quoi dans votre corps? Hvad føler du i kropsmæssigt? Sådan, det er ligesom det bruser. Comme s'il y avait des bulles, quoi, en fait, ça monte. Essayez. Le bonheur à cette température-là? Non merci. De temps en temps, il y a juste un petit trou comme ça. On est obligé de casser la glace. Tous ceux qui se baignent sont d'accord là-dessus. Sur le sentiment d'être en super forme. On le ressent tous. C'est clair. On est comme sur un petit nuage. Trop forts ces Danois, champions sur l'échelle du bonheur, ils vieillissent mieux et en meilleure santé que nous. Le secret, ils restent plus longtemps chez eux. Les municipalités délivrent des aides au maintien à domicile, mais à condition de faire de l'exercice. Les personnes âgées se retrouvent dans des associations comme celle-là, où elles peuvent faire de la gymnastique ou des travaux manuels. C'est bon pour le moral, bon pour la santé et pour les finances publiques. Sans aucun doute, ces 20 dernières années, on a eu une politique favorisant le maintien des personnes âgées à domicile et cela permet de faire des économies parce qu'une place dans une maison de retraite, c'est très très cher. L'expérience du bonheur, cela commence très tôt, sur les chemins de l'école. Les Danois ont un mot pour décrire ce bien-être au quotidien, le hygge. Mike Viking a popularisé le concept dans un livre traduit en plusieurs langues. Mike, et le vélo, c'est hygge? Je pense que c'est sûrement plus hygge que la voiture. Si vous avez un vélo cargo, transportant une personne devant vous et vous roulez dans Copenhague, c'est encore plus hygge. Pourquoi? Parce que c'est une façon plus lente de circuler, ça pollue moins, vous avez l'esprit plus libre qu'en voiture, cela fait partie de la hygge-attitude. Alors, j'ai demandé à Mike si le hygge pouvait avoir une influence sur la santé. Il y a eu une grande étude au Royaume-Uni. Ils ont suivi près de 8000 personnes pendant 5 ans. Et au début de l'étude, ils ont évalué les émotions des gens au quotidien. Ils les ont divisées en 3 groupes, les plus positifs, le groupe intermédiaire et les plus négatifs. Ensuite, ils les ont contrôlés dans la durée. Ils avaient entre 52 et 79 ans. On a pu voir que le groupe ayant les émotions les plus positives avait une mortalité beaucoup plus faible. Un plus grand nombre d'entre eux étaient encore vivants 5 ans après. Sombre à l'extérieur, mais chaud à l'intérieur. Pour faire face aux longs mois d'hiver, les Danois ont développé un art de l'éclairage avec un goût particulier pour les bougies. Je me suis invité chez Charlotte qui prépare un repas de famille. Chacun met la main à la pâte. Ça aussi, c'est très hygge. Je dois épaissir la sauce? Non, c'est du lait de coco. C'est pas la peine de le faire. Bon, d'accord. C'est plus cool comme ça. J'ai pas besoin de dresser la table pour 12 personnes. C'est plus convivial de préparer le repas ensemble. Du coup, on se réunit plus souvent.
Une soirée hugueuse, c'est très simple. Il suffit de bon vin, d'un bon repas, un bon programme télé et tout le monde sur le canapé pour encourager son chanteur préféré. Les Danois se sentent si bien chez eux qu'ils ont décidé d'adapter le hygge au monde du travail. Voilà peut-être pourquoi ils déposent si peu de congés maladie. L'anthropologue Jeppe Troll-Linnet m'emmène dans les bureaux d'une grande banque où il a étudié les recettes du bonheur à la danoise. Je pense que le hygge nous dit quelque chose sur le Danemark. C'est une société où les individus sont plutôt égaux. On apprécie une certaine authenticité dans les relations sociales. On a une certaine tendance à rester chez soi. La maison est perçue comme l'endroit où vous vous sentez vraiment vous-même. Et le hygge dans cette entreprise, cela revient à recréer la chaleur du foyer. Comment se place cet endroit sur l'échelle du hygge? Plutôt bien, grâce aux couleurs et à la lumière qui entre dans la pièce. Ici, les salariés n'ont pas de bureau attitré, mais beaucoup d'endroits où se sentir à l'aise. Des espaces pour s'isoler ou pour se détendre. Bonjour. Tout va bien? Vous avez besoin de quelque chose? Non? La machine à café marche bien? Ok, super. Bonne journée. Notre fonction dans l'entreprise, c'est de nous occuper des bâtiments et de faire en sorte que les salariés de Nordea aient une vie plus facile et aussi plus confortable au travail. On fait en sorte que leur environnement soit agréable et bien rangé. En fait, Nordea chouchoute ses salariés pour les inciter à venir dans ses locaux, car ils n'y sont pas obligés. Bien sûr, ils peuvent rester à la maison pour travailler. Mais c'est mieux s'ils peuvent venir rencontrer des collègues, discuter, savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Au lieu de rester à la maison tout seul, ce n'est pas bon. Mais bien sûr, avoir le choix de rester chez soi si on veut, c'est bien aussi. Je pense que si vous pouvez résoudre certains problèmes liés aux open space, comme le niveau de bruit par exemple, et c'est ce qu'ils ont fait ici, en créant certains espaces où vous pouvez passer des coups de fil personnels. Bref, si vous pouvez éviter certains de ces inconvénients, cela rend les gens plus heureux, moins stressés. En plus, ils peuvent choisir leurs emplacements de travail et en changer quand ils veulent. J'avais vu le bon côté du hygge, mais pas encore le côté sombre. Car la vie n'est pas si rose au pays des gens heureux. Si tout allait bien, les Danois n'auraient pas besoin de prendre des antidépresseurs, or ils en consomment plus que nous. Pour comprendre cet engouement pour la pilule du bonheur, je suis allé à Odense, la ville d'Hans Christian Andersen. Le vilain petit canard, la marchande d'allumettes, des histoires qui ne respirent pas la joie de vivre. C'est là que le docteur Rothenberg a installé son cabinet. Notre culture a tendance à aggraver la solitude. On est un peu renfermé. Pas autant que les Norvégiens ou les Suédois, bien sûr, qui nous appellent les Latinos du Nord, parce qu'ils nous trouvent tellement ouverts d'esprit, mais comparé aux Français, nous sommes vraiment très renfermés. C'est dans la culture, et probablement aussi à cause du climat. Il fait si mauvais que les gens restent chez eux la plupart du temps. Quand il y a du soleil, vous pouvez sortir et voir du monde. Peut-être que si dans notre société on se parlait plus, il y aurait moins de solitude et donc moins besoin d'antidépresseurs. C'est probable. Dans les cas les plus graves de dépression, le généraliste envoie les patients dans un centre spécialisé comme celui-ci, où ils sont totalement pris en charge.
Anne-Marie, on va faire comme d'habitude, on va suivre le protocole. Je voudrais savoir comment ça s'est passé depuis la dernière fois que je t'ai vu. Quand tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a des signaux précoces qui indiquent que tu dois être attentive au début de tes crises d'angoisse? Une chose très importante, c'est que je dois me concentrer sur mon sommeil. Si je ne dors pas bien, je ne vais pas bien. Il faut que je le surveille. Je dois me coucher de bonne heure et me lever de bonne heure. En plus, je dois faire attention à ne pas m'isoler. Quand mes amis m'appellent, je dois dire oui, je viens prendre un café. Si je commence à annuler et à me sentir fatiguée, à ne pas aller voir du monde, là je sais que c'est un avertissement précoce. Anne-Marie sort tout juste d'une dépression de 5 ans. Elle reconnaît que le système de santé danois a contribué à sa guérison. Nous sommes dans un pays où nous bénéficions d'une grande sécurité. Nous avons l'école gratuite, l'hôpital gratuit. Nous n'avons pas à nous inquiéter ni à nous demander qu'est-ce que je vais devenir si je suis malade. Et je pense que cela nous aide à se sentir relax. Si on est relax, on est plus heureux. Mais dans cet État-providence, pourquoi y a-t-il autant de suicides? Des chiffres meilleurs qu'en France, mais suffisamment étonnants pour demander à la psychologue en chef de cette clinique quelques explications. Je pense que la culture danoise est très individualiste. Vous sentez que vous devez être responsable de votre propre bonheur. Vous avez toutes les chances du monde ici. Vous pouvez étudier tout ce que vous voulez gratuitement. Vous êtes même payé pour ça par l'État. Si vous n'y arrivez pas, c'est forcément de votre faute. Vous portez la lourde responsabilité de votre bonheur. Si vous êtes malheureux, vous vous sentez coupable. Quand vous avez raté votre vie, ce n'est pas la faute des autres. Pas facile à accepter. Certains préfèrent boire pour oublier. Au Danemark, il y a aussi la coutume du Friday bar. On boit pour fêter l'arrivée du week-end. Ça aussi, c'est très hygge, mais ce n'est pas sans conséquence sur la santé. 10% des Danois seraient dépendants à l'alcool, selon l'association Alcooliques Anonymes, où atterrissent parfois ceux qui sont allés trop loin dans le hygge. C'est tout à fait normal de boire au Danemark. C'est beaucoup plus normal de boire que de ne pas le faire. On est considéré comme quelqu'un d'anormal si l'on ne boit pas. Il y a toujours une bonne occasion pour prendre un petit verre de vin. On te demande toujours très étonné, tu ne veux pas boire un verre? C'est très étrange, comme si tu étais quelqu'un de bizarre. Nous devons accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Nous devons avoir le courage de faire les choses que nous pouvons changer et la sagesse de voir la différence. Merci. Voilà, mon voyage s'achève au pays du bonheur. Trop de contes de fées finissent mal au Danemark. Même si le vilain petit canard devient un cygne, même si la petite sirène possède de solides avantages, je préfère rentrer à la maison.